Bonjour. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les 6 étapes pour créer un projet informatique. Présentation de formateur. Donc, je m'appelle Salah Fouad. Je suis ingénieur informatique de l'école INIM, École nationale de l'industrie minérale. J'ai maintenant 10 ans d'expérience en développement et en enseignement. J'ai enseigné 3 ou 4 ans à la faculté des sciences et techniques de Tanger, FST de Tanger, comme vacataire. Ensuite, j'ai intégré l'OFPPT et j'enseigne le niveau technicien spécialisé. Alors, dans notre présentation, je vais voir 6 étapes, là, 6 parties. La première partie, je vais parler de processus de développement, c'est-à-dire quoi un processus de développement. Je vais parler de prototype, c'est quoi un prototype et pourquoi nous avons besoin de créer un prototype avant de créer un autre projet de fin de formation. Ensuite, je vais parler de l'analyse et conception, puis je vais parler de réalisation, rapport et présentation. Donc avant de commencer, je vous demande de se présenter. Donc j'ai ici 14 participants. J'aimerais qu'on fait connaissance, ok? Bonjour, je me présente pour vous. Je m'appelle Nabil Chaouri. Euh, j'ai 21 ans, je suis de Tanger, Maroc, et niveau bac+2. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Abdoulaye Traoré. Je suis étudiant à Oujda, licence 1. Bonjour, je suis Ramzara Drider de Connaîtra. Mon niveau d'études Bac+2 et ma spécialité génie logiciel. Donc, c'est bien, ravi de vous connaître. Je suis étudiant dans la faculté de sciences à physique-chimie. Je suis Maoudou Makital. J'ai fait ENSA 12 dans l'École nationale des sciences appliquées. Oui. Oui, donc j'ai fait la classe préparatoire. Alors, je vais continuer. Okay. Donc, nous avons fait un tour sur nous. Donc, document à obtenir à la fin de formation pour les invités, comme vous êtes des invités, que je pense 3 ou 4 membres. Donc pour les invités, je vais vous envoyer à la fin de cette réunion, ou demain, Inch'Allah, l'enregistrement sur YouTube. Donc vidéo de présentation de chaque prérequis. Ensuite, on va enregistrer un ensemble des vidéos que je vais les envoyer concernant les prérequis. Je vais parler de quoi, c'est-à-dire quoi les prérequis. Vidéo de présentation de chaque mot-clé. Aussi, les mots-clés que je vais utiliser aujourd'hui, s'ils ne sont pas clairs, alors je vais préparer des petits vidéos, ok, et je vais les envoyer aussi à vous. Pour les membres de club, alors je vais vous envoyer un PDF qui contient à peu près 30 pages, toutes les informations que nous partageons ici, plus cette présentation PowerPoint que vous trouvez aussi sur la vidéo. Processus de développement, donc je vais parler, c'est-à-dire quoi processus de développement, mais avant de parler d'un processus de développement qui représente les étapes à suivre pour réaliser un projet, tout d'abord, vous devez avoir certains prérequis. Je signe ici la gestion des temps, la gestion de temps et gestion de projet. Donc, qui connaît parmi vous, c'est-à-dire quoi gestion de temps, gestion de projet? Qui peut nous donner une petite présentation? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche dans la gestion de projet ou gestion de temps? Gestion de projet, les étapes qu'il est nécessaire de réaliser un projet. Mais gestion de temps, comment j'utilise mon temps pour préparer le projet. Oui, c'est ça. Comment utilise notre temps. Mais l'objectif, le résultat, c'est-à-dire, je vais faire la gestion de temps. Alors, quel est le livrable? À la fin de gestion de temps, j'aurai un livrable, oui ou non? Le but principal serait les temps qu'on va investir, que ce soit suffisant pour la réalisation du projet. C'est ça. Donc, on va calculer, on va d'abord préciser les différentes tâches à réaliser dans le projet. Ensuite, on va donner une durée à chaque tâche. Et enfin, on va essayer de dessiner un diagramme. On va regrouper toutes ces informations dans un diagramme qui s'appelle diagramme de Gantt. Dans ce diagramme, il va nous donner la durée du projet, c'est-à-dire la durée du projet, la durée critique du projet.
Ça c'est gestion de temps. Gestion de projet, c'est à peu près la même chose, ok? Mais dans la gestion de projet, on affecte aussi, nous avons la notion des ressources humaines et des ressources matérielles. On va affecter chaque tâche à une ressource matérielle ou humaine pour aussi calculer le temps de projet. Ça, ce sont les prérequis pour faire un projet de fin de formation. Ou un projet informatique en général, ou n'importe quel projet. C'est pas un projet. Pour tous les projets, vous avez besoin de gestion de temps et gestion de projet. Alors, donc le processus de développement, c'est un ensemble des activités. Okay, donc, je vais définir, c'est-à-dire quoi une activité. Donc, une activité comprend des tâches. Ok, c'est une tâche. Activité, c'est une tâche. Et des contraintes, donc la tâche et les contraintes en relation avec la tâche. Donc, j'ai dit que l'activité comprend des tâches, les contraintes, les ressources affectées pour la réalisation de la tâche, une façon d'être à réaliser ou la méthode de réalisation de la tâche. Donc, comme vous voyez que l'activité, c'est une description détaillée de la tâche. Donc, bien sûr, nous pouvons partager ou diviser notre projet sous un ensemble des tâches. Chaque tâche s'appelle activité. Ça, c'est une définition. Si nous avons besoin de l'activité. Donc, les activités d'un cycle de vie. Donc, c'est quoi un cycle de vie? Donc, un cycle de vie s'appelle aussi cycle de vie d'un logiciel, ou cycle de vie d'un projet. Donc, un projet passe par un ensemble des étapes. Donc, le cycle de vie du logiciel comprend généralement les activités suivantes. Voilà les activités d'un projet informatique ou d'un projet logiciel. Tout d'abord, nous commençons par une analyse des besoins et faisabilité. Une analyse des besoins et faisabilité. Donc, on va faire la description de chaque tâche avant de passer à la suivante. Donc, analyse des besoins et faisabilité. Donc, j'ai ici analyse, le mot analyse et besoin. Donc, avant de commencer un projet, nous avons un client qui a demandé le projet. Donc, le client, il exprime ses besoins à une société de développement ou de création d'un projet. Donc, tout d'abord, l'entreprise doit analyser les besoins. C'est-à-dire quoi analyser les besoins? Qui peut me répondre? Connaître les besoins ou des vraies contraintes de l'utilisateur ou du client. Comment il est utilisé le programme ou quels sont les vrais besoins informatiques il faut utiliser dans ce programme. Donc, analyser les besoins, c'est-à-dire lire derrière les mots. Lire derrière les mots. Pourquoi? Parce que le client n'est pas un spécialiste. Le client n'est pas un spécialiste de domaine. C'est-à-dire, parfois, il peut qu'il exprime un besoin, mais avec des vocabulaires ou avec des phrases qui ne sont pas adéquates. Donc, tous les besoins de l'utilisateur doivent être analysés, on doit réécrire les besoins et bien lire les besoins et bien lire derrière les mots et pourquoi pas préciser les besoins réels de clients. Maintenant, l'analyse, c'est d'analyser les besoins, c'est-à-dire de détailler les différentes fonctions, c'est-à-dire qu'on parle ici d'analyse fonctionnelle, qui sont les fonctions que nous devons développer, nous devons créer dans l'application pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Ça aussi s'appelle analyse, ok? Donc la conception, comment la société va coder l'application et quelle est la façon de codage. Ça s'appelle conception. Aussi, il y a plusieurs étapes. Parmi ces étapes, définition des objectifs, ok, conception détaillée. Ensuite, après l'analyse et la conception, l'entreprise va passer à la partie codage. Dans la partie codage, on va coder ce que nous avons décidé dans la phase analyse et conception. Après le codage, on ne fournit pas le logiciel après le codage, mais on passe à l'étape de test unitaire. Donc, le test unitaire, c'est un test
qui permet de tester chaque fonctionnalité de l'application. Donc, j'ai pas l'ordre n'est pas important. C'est-à-dire, j'ai pas présenté l'ordre. C'est-à-dire, parfois, il y a des entreprises qui commencent par test unitaire, ensuite, il va faire le codage. Il y a des entreprises qui font le codage et après, il fait test unitaire. Bien sûr, il y a des techniques comment faire ça. Il y a aussi la phase intégration. C'est-à-dire quoi intégration? Intégration et intégration, c'est un test aussi pour intégrer les différentes parties de logiciel. La partie qualification consiste à vérifier est-ce que l'application que nous avons obtenue répond aux besoins de l'utilisateur. Ça s'appelle qualification. Ensuite, on va passer à l'étape de documentation. On va documenter chaque partie de notre solution. Finalement, après la livraison et après la phase de qualification et livraison à l'utilisateur, on va passer à l'étape de maintenance. Donc voici l'ensemble des étapes pour produire un produit informatique ou un produit logiciel. Donc si on parle d'un projet de fin de formation, c'est-à-dire on va pas passer, on va sauter plusieurs étapes. Donc, on va pas faire la maintenance parce que c'est un projet de fin de formation et il est réalisé à titre de justification, d'évaluation des compétences que l'étudiant a acquis pendant son formation. Donc, il va pas faire la documentation aussi l'intégration et qualification, aussi test unitaire. Donc, le projet de fin d'études, on fait juste l'analyse des besoins, ok? On fait la conception, soit on sépare la conception, on fait juste la conception, on sépare la conception en général et détaillée. On fait le codage, ensuite on fait le rapport. Par contre, les étapes sautées sont des étapes très très importantes, ok, pour le développement logiciel. Mais vu des contraintes de temps consacré au projet, dans la majorité des cas, les étudiants ne font pas les autres parties. Parfois, il y a la partie documentation, parce que il y a quelques projets qui font la partie documentation, comme un rapport, ou comme une annexe dans le rapport. Est-ce que vous avez des questions ici sur les étapes à nous? Donc, j'ai pas encore défini le cycle de vie. J'ai défini ici juste les étapes à réaliser pour produire un logiciel. Le cycle de vie consiste à ordonner à des étapes. Ok, je peux passer? Oui, ça. Oui. Processus de développement au cycle de vie. Donc, un processus de développement définit un ensemble d'activités et leur enchaînement. Donc, il va définir les activités que nous avons déjà expliquées, mais avec un enchaînement, avec un ordre bien précis. Donc, chaque ordre, chaque classification de ces activités s'appelle un processus de développement. Donc, la première chose que fait l'entreprise, c'est préciser les tâches à dos dans un ordre bien précis. Donc, l'ordre, il s'appelle processus de développement. Donc, la plupart des modèles des processus reprenant les activités fondamentales, mais les organisent différemment. Donc, la majorité des processus de développement, elle prend les mêmes activités que je vous ai expliquées, mais avec un ordre différent. Alors, de nombreux modèles ont été définis. Alors, il y a plusieurs modèles. Alors, je vais pas détailler ici les modèles. Donc, l'objectif de cette présentation, juste de vous informer que pendant votre projet, vous devez choisir un processus de développement. Mais dans cette présentation, je vais vous montrer un processus que j'utilise personnellement. Donc, un modèle peut être spécifié à une organisation et un type de logiciel. Donc, chaque organisation, chaque entreprise a le droit de préciser son propre processus de développement ou utiliser un processus qui existe déjà. Donc, les processus de développement, parfois ils s'appellent modèles. Parmi les caractéristiques, donc il y a plusieurs processus de développement. Il y a une caractéristique principale
qui est demandé dans ce processus, cette caractéristique qui s'appelle incrémental. C'est-à-dire quoi incrémental? Donc normalement, quand j'ai présenté ici les activités, la majorité pense que l'entreprise, il va juste classer les activités. C'est ça ce qu'elle pense la majorité des développeurs, les débutants. C'est-à-dire que l'entreprise, elle va commencer par l'analyse, ensuite conception, ensuite codage, test unitaire. Mais dans le développement, on ne fait pas ça. On fait une méthode qui s'appelle incrémentale. C'est-à-dire quoi incrémentale? C'est-à-dire on divise le projet, ok? On divise le projet en un ensemble d'incréments, on a un ensemble de parties. Dans la partie, par exemple, de la partie 1, on va juste réaliser la page d'authentification. Vous connaissez la page d'authentification? C'est une page qui contient juste le login et le mot de passe. Oui ou non? Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Oui. Ça s'appelle itération numéro 1. Donc, itération numéro 1. Ensuite, il va livrer l'itération à le client. Donc, on a le client, l'application. Voilà mon client, voilà votre application. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient juste l'itération numéro 1. Ok? Donc, je vais vous expliquer via un schéma. Donc voilà, donc je vais livrer à l'utilisateur plusieurs versions. Dans la version 1, je vais programmer juste le noyau. Dans la version 2, je vais utiliser le noyau, mais je vais ajouter un petit morceau. Dans la version 3, je vais ajouter les autres morceaux. Donc ça s'appelle une programmation ou la création incrémentale. Donc à chaque fois, je vais incrémenter mon projet. C'est-à-dire, je ne vais pas réaliser le projet une seule fois, mais je vais le réaliser incrément par incrément, composant par composant. Donc cette caractéristique s'appelle incrémental. Donc c'est-à-dire quoi? Modèle incrémental, c'est diviser le projet en incréments. Donc un incrément est un sous-partie fonctionnel, fonctionnelle cohérente. Voilà, cohérente. C'est-à-dire quoi est cohérente? Comme l'exemple que je vous ai expliqué. C'est-à-dire application, l'interface d'authentification. L'interface d'authentification, c'est une partie fonctionnelle cohérente. Et on a livré seulement cette partie. Je peux livrer seulement la partie d'authentification. Donc c'est une partie fonctionnelle cohérente du produit final. Donc chaque incrément ajoute de nouvelles fonctions. Alors chaque incrément, il va ajouter des nouvelles fonctionnalités. Par exemple, après l'authentification, on va afficher la liste des produits. Okay? On va afficher la liste des produits dans le stock. Donc ça, c'est une fonctionnalité. Donc la première version, je vais juste donner la page d'authentification. Dans la deuxième version, il contient la page d'authentification avec une nouvelle fonction qui est l'affichage des produits en stock. Chaque incrément est testé comme un produit final. Donc à chaque fois que je livre mon produit, c'est-à-dire la version 1, je vais le considérer comme un produit final. C'est-à-dire je vais faire le test unitaire, le test d'intégration, je vais faire la qualification, la vérification avec le client doit être d'accord, et je vais livrer le produit. Donc les incréments sont définis a priori, classification des exigences. Donc la question que nous devons poser ici, la durée de l'incrément. شحال الوقت اللي كنعملو في l'incrément. شكون اللي عارف la réponse? Non, on divise le projet en ensemble des incréments. Mais combien de temps que je vais consacrer pour chaque incrément? Alors, qui a une idée? Alors, donc les entreprises c'est 14 jours. 14 jours, c'est-à-dire 2 semaines. Donc, il va livrer un produit pour chaque 2 semaines. Donc, chaque 15 jours, il va produire une partie de logiciel. Donc, même chose pour le projet. Il y a un projet de fin d'études, le fin de formation. Donc, on va pas faire le projet complet. Non, on va diviser le projet sur un ensemble des incréments.
on va voir combien de temps qu'il nous reste. Donc, s'il nous reste par exemple un mois, par exemple, si nous avons 3 mois, pour le projet. Donc, on va consacrer un mois pour la documentation et l'auto-formation, un mois pour la conception, okay, et la relecture de documentation, et un mois pour le codage. Donc, un mois de codage, il contient 14 jours. Donc, je vais... Oh, ça, c'est une question très, très importante. Je vais répondre à cette question dans les slides qui suivent. Ok? Je vais répondre, mais dans les slides qui suivent. Ok? Mais je vous présente juste les pratiques d'une entreprise de développement. Alors, pourquoi je vais vous présenter pourquoi? Donc, j'ai déjà... Donc, c'est une architecture évolutive, donc incrémentant. Donc, la première version constitue le noyau. Les versions suivantes s'appuient sur l'existant et étendent l'architecture. Chaque version donne lieu à un cycle de vie complet. Alors, dans chaque version, il a un cycle de vie complet. C'est-à-dire quoi un cycle de vie? Un cycle de vie, on a des étapes les قلنا. On a des étapes, l'ordre de ces étapes qui s'appelle cycle de vie. Donc, chaque itération, on va faire tout ça. On va faire l'analyse des besoins, la conception détaillée, codage, test unitaire. Voilà l'itération 1. De l'itération 2, on va relire l'analyse. C'est-à-dire, déjà nous avons l'analyse, mais on va relire l'analyse. Pourquoi on va relire l'analyse? Parce que le client peut modifier les besoins. Donc le client, après qu'il voit par exemple la gestion de stock, il va décider que c'est génial. Pourquoi ne pas ajouter aussi la gestion commerciale? Pourquoi? Donc les besoins de clients, ils vont être changés pendant les incréments. Donc on va relire les besoins, on va corriger les erreurs que nous trouvons. Ensuite, on va faire l'itération 2. Donc, chaque version donne lieu à un cycle de vie complet. Donc, à chaque fois ça c'est un processus incrémental, mais à chaque fois qu'on fait l'incrémentation 1 et l'incrémentation 2 et l'incrémentation 3, ça s'appelle aussi itération. Parce qu'à chaque fois, je vais aller de la version du cycle. Quand je refais le cycle, ça s'appelle itération. Ok? Voilà. Quand je fais l'analyse, conception, codage, test unitaire, ça c'est itération 1. Quand je refais le travail, ça c'est l'itération 2. À chaque itération, je fais un incrément. Alors, je donne juste une définition maintenant. Okay? C'est-à-dire quoi incrémental, c'est-à-dire quoi itération. Ensuite, je vais vous donner l'intérêt. Pourquoi? Donc, architecture stable. Donc, le modèle incrémental, il nous donne une architecture stable. Donc, la première version fournit une enveloppe complète. Donc, la première version, il va nous donner une idée générale sur notre application et l'architecture de l'application. L'architecture, c'est-à-dire l'organisation des fichiers dans notre projet. Donc, chaque nouvelle version fournit un ou plusieurs sous-systèmes en respectant l'architecture. Donc, à chaque partie, on crée une partie. Donc, on va ajouter une partie à notre application. Cette partie peut être composée comme un sous-système. Le développement en parallèle est possible. Voilà. Si nous avons divisé notre application en sous-systèmes, c'est-à-dire nous pouvons lancer des développements en parallèle, mais c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Alors maintenant, on va passer à les avantages. Voilà la réponse à votre question. Donc modèle incrémental, quels sont les avantages? Donc une première version de système est fournie rapidement. Voilà. Une première version de système est fournie rapidement. C'est-à-dire pourquoi attendre le produit final pour présenter notre produit aux clients. Donc la présentation de notre produit au client va valider notre analyse, notre compréhension de projet. Parce que si vous attendez à la fin de votre projet, vous présentez le projet, le client peut vous dire voilà, c'est pas ça ce que j'ai demandé. Alors qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas?
Ça, c'est une question. Si vous ne suivez pas les modèles, c'est-à-dire vous créez le projet, on a un seul morceau. Si vous créez le projet, on a un seul morceau, et vous présentez votre produit au client. Ensuite, il vous dit que c'est pas ça ce que j'ai dit, et c'est pas ça ce que j'ai pensé. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, là, il y aura problème. Ah, il y aura un grand problème. Le problème, quelle est la source de problème? La source de problème est que le client n'est pas un spécialiste. Le client n'est pas un spécialiste dans les applications. Il ne sait pas comment exprimer ses besoins. C'est pas comme la construction d'une maison. Ok? Dans la construction d'une maison, voilà, vous avez un terrain et vous avez un client qui vous demande de construire une maison. Il vous demande que j'ai besoin de 3 pièces, un salon, une cuisine, ok? Donc le client, il sait très bien c'est-à-dire quoi une maison, c'est-à-dire quoi un salon. Donc il sait très bien ce qu'il dit. Mais dans les applications informatiques, non, le client ne sait rien. Donc il te donne des besoins bizarres. On passe par une étape qui s'appelle analyse. Dans cette étape, dans l'analyse, on va analyser le besoin. Donc on va essayer de comprendre ce qu'il dit le client. On commence le développement. Mais si on trompe, et généralement on trompe, si on trompe dans cette étape, alors on aura une catastrophe. C'est pas un programme. Oui. C'est pour ça que les entreprises maintenant, il va montrer l'application au client étape par étape. Il va valider étape par étape. Si le client a bloqué l'étape 3, donc c'est pas la peine de continuer. Okay? Ça répond à votre question? Et ça, c'est ça pour les étudiants. La majorité des étudiants, ils ne savent pas ça. Il commence la création de son projet et comme une seule partie, comme une seule application. Et ça, c'est une grande erreur. Alors, une première version de système est fournie rapidement. Donc, retour sur investissement rapide, ok. Réduire le stress de management. Alors, cette méthode, il va réduire le stress, c'est-à-dire on va aller étape par étape. À chaque étape, on valide avec le client. Alors, si vous avez l'encadrant, alors à chaque étape, vous pouvez, si vous avez un projet de 6 mois, vous pouvez faire un livrable de chaque mois. Vous pouvez présenter l'application à chaque mois à votre encadrant. Voilà, est-ce que vous voulez ça? Est-ce que vous voulez changer? Donc ça aussi, ça réduit beaucoup le stress. Alors, les risques d'échec sont diminués. Donc, découverte des problèmes assez tôt. Les parties importantes sont fournies en premier et seront donc testées. Les clients peuvent ajouter des exigences à tout moment. Donc, le client peut ajouter, ça ce qui se passe dans le cas réel. Donc, le client, quand il te demande quelque chose, ce besoin, il varie avec le temps. Pourquoi il varie avec le temps? Parce que le client, il va acquérir des nouvelles connaissances et des nouvelles compétences à partir de vous. Ok? Donc, parce que le client, il va être en contact avec vous, il va apprendre beaucoup de choses. Alors, quand il a appris beaucoup de choses, il va découvrir que les besoins qu'il t'a exprimés ne sont pas corrects. Donc, il va essayer de changer les besoins. Et ça, ce que se passe généralement. C'est pour ça que les entreprises doivent suivre des étapes qui acceptent le changement. Donc ça, c'est une explication d'une étape incrémentale, ok, et itérative. Maintenant, j'ai défini quelques principes, ok. Maintenant, je vais parler de processus. Donc, il y a un processus de développement qui s'appelle processus unifié. C'est-à-dire quoi unifié? C'est-à-dire c'est un processus qui va être suivi par toutes les entreprises de développement, ok. Mais ce processus ne peut pas être appliqué tel quel est. Donc là, il faut ajouter, chaque entreprise, il va essayer d'implémenter ce processus par sa façon. Parce que ce processus, il nous donne juste des informations générales. Il ne donne pas
comment réaliser les étapes. Donc, ce processus planifié, il va nous donner les guides ou les guidelines, les grandes lignes d'un processus de développement. Donc, tous les processus de développement, ils doivent suivre le processus unifié, en général. Donc, le processus unifié est une famille de méthodes de développement de logiciels orientés objets. Donc, les processus unifiés c'est une méthode, c'est une organisation des activités par ordre d'incrémental et d'itération, qui permet de produire des logiciels orientés objets. Vous connaissez déjà, c'est-à-dire quoi orienté objet? Ou qui peut nous définir l'orienté objet pour les gens qui ne savent pas? Parce que nous avons ici des participants qui ne connaissent pas l'orienté objet, qui sont encore en première année de leur formation. Orienté objet, ça sert à... ça veut dire il y a un objet pour ce développement. Oui. Alors, l'orienté objet, c'est une longue histoire. Okay. Donc, normalement, dans le développement informatique, nous utilisons des fonctions et des variables pour écrire un programme. Mais cette façon de produire un logiciel provoque énormément de problèmes. C'est pour ça que nous avons opté pour la logique objet. C'est-à-dire, on ne crée pas des fonctions, mais on crée des entités. Chaque entité contient un ensemble de variables et les fonctions qui gèrent des variables. Les objets comme étudiant, enseignant, table, chaise sont les objets qu'on voit dans le monde réel. Okay? Donc on va simuler la même chose dans la programmation lorsqu'on résout un problème par exemple gestion de stock. On sait très bien que dans un stock il y a des produits. Donc voilà un objet qui s'appelle produit. Le produit est caractérisé par le nom, prénom. Le produit est caractérisé par le nom et la marque. Donc voilà deux variables, nom et marque. Je peux ajouter des fonctions et des méthodes à cet objet. Une méthode par exemple ajouter le produit de le stock. Donc on va essayer de produire notre logiciel, écrire le code de logiciel en créant des objets. Donc c'est pour ça qu'on dit développement orienté objet. On ne va pas utiliser la notion fonction. La notion fonction, c'est-à-dire on va programmer les fonctionnalités les fonctions de l'application. Donc, le processus unifié est utilisé pour écrire un logiciel orienté objet. Donc, la méthode AD, elle caractérise par une démarche, voilà, itérative et incrémentale. Les deux notions que je vous ai expliquées. Donc, incrémental, donc le processus unifié, c'est un process qui nous explique comment créer un projet orienté objet de façon incrémentale. Quand on fait le projet de façon incrémentale, alors c'est automatiquement, c'est itératif. Alors, piloter, c'est-à-dire gérer, gouverner, piloter par les cas d'utilisation. Qui connaît parmi vous, c'est-à-dire quoi un cas d'utilisation? Le cas d'utilisation, c'est savoir, c'est comme un schéma qui définit à quoi exactement sert cette application. Donc, cas d'utilisation fait partie du diagramme de cas d'utilisation. Le cas d'utilisation, c'est le résultat de l'analyse. Nous avons des besoins, quand on fait l'analyse, donc dans l'analyse, on détermine qui sont les fonctionnalités de l'application. Donc, les fonctionnalités des applications, je peux les écrire dans un texte, voilà les fonctionnalités de l'application, comme je peux les présenter dans un modèle. Donc, quand je présente les fonctionnalités dans un modèle bien précis, ce modèle s'appelle diagramme de cas d'utilisation. Donc, je présente chaque fonctionnalité dans un cercle. Donc, le diagramme, il va piloter notre application. Il va diriger le développement de notre application. Il va vérifier les fonctionnalités de notre application. Donc, à chaque fois qu'on livre un livrable, un incrément, on va relire les cas d'utilisation. Est-ce que notre livrable, notre produit, respecte le cas d'utilisation, respecte les fonctionnalités que nous avons déterminées à partir des besoins?
Donc ici, le cas d'utilisation joue le rôle de client. Donc le cas d'utilisation, il joue le rôle de client. Donc parce que nous avons obtenu le cas d'utilisation à partir de l'étape de l'analyse. À l'étape de l'analyse, il décrit les besoins du client. C'est pour ça notre projet est orienté, piloté par le client, par les cas d'utilisation. Ok? Et centré sur l'architecture et les modèles UML. Donc l'architecture, c'est-à-dire l'organisation des fichiers, parce que dans notre projet, nous avons beaucoup de fichiers, beaucoup de fichiers de code. L'organisation à des fichiers s'appelle architecture. Et les modèles UML, les modèles UML, ok? Les modèles UML, on a des cas d'utilisation. Un modèle cas d'utilisation, il fait partie du modèle UML. Donc en général, voilà le processus unifié. C'est une méthode orientée objet, pilotée par qui respecte la méthode itérative incrémentale et pilotée par cas d'utilisation. Donc voilà un schéma qui nous explique c'est-à-dire quoi unifier de process. Alors nous avons un projet, donc l'entreprise a plusieurs projets. Voilà notre projet de fin de formation. Ce projet contient plusieurs phases, donc plusieurs étapes de réalisation. Okay, par exemple, création, élaboration, construction, transition, ou les étapes en général, ce sont des étapes. Parce que chaque projet, il a ses propres étapes. Donc, à les étapes, on divise le projet en ensemble des phases. Chaque phase, il est divisé en itérations. Itération 1, itération 2, itération, ainsi de suite. Donc, chaque itération, ok, chaque itération, on applique notre cycle de vie sur l'itération. L'analyse, la conception, le codage, test unitaire. L'analyse, conception, codage, test unitaire. Voilà notre schéma. Ok. Par exemple, il y a besoin, exigence. Voilà les étapes de réalisation d'un programme. Ça, c'est un bon schéma qui nous explique la méthode unifiée. C'est-à-dire, toutes les méthodes des entreprises, elles respectent la méthode unifiée. Donc, nous avons ici des étapes, exigence et les besoins, analyse, conception, implémentation, c'est-à-dire codage et test. Voilà les différentes itérations. Par exemple, dans l'itération 1, je vais consacrer mon travail à la lecture des besoins. Je vais faire un peu d'analyse, un peu de conception, et je ne vais pas faire le codage. Okay. Dans l'itération 2, je vais faire beaucoup de besoins, je vais lire bien les besoins, je vais analyser les besoins que j'ai compris, je vais faire la conception des besoins que j'ai compris, et je vais faire un peu de codage. Dans l'itération 3, je vais lire un peu de besoins, parce qu'ils sont déjà analysés, je vais refaire mon analyse, je vais refaire mon conception, et je vais consacrer mon temps pour le codage. Et aussi le test. Donc, remarquez ici que le test, c'est une étape qui se fait en parallèle avec l'implémentation. Et ainsi de suite. Donc ça s'appelle les itérations. Donc à chaque itération, on refait tout le process. Ça, c'est un incrément. Donc voilà la manière comment on produit un logiciel. On ne produit pas le logiciel comme en étape analyse, conception, codage et test. Là, on fait ce tour. Est-ce que vous avez compris est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous avez des questions? D'abord, maintenant, je vais passer au process qu'on va utiliser dans notre projet. Donc, voilà les variantes unifiées de process. Il y a une méthode qui s'appelle RUP. Il est très utilisé dans les entreprises. Mais il n'est pas convenable pour les projets de fin d'études. Voilà la méthode la plus convenable. Elle s'appelle Two-Track Unified Process. Two-Track Unified Process. Et je vais vous expliquer cette méthode. Donc ça, c'est une méthode qui nous explique quelles sont les étapes à suivre pour réaliser notre projet de fin de formation. Alors, c'est-à-dire quoi? Two-Track, ok? Two-Track, c'est-à-dire deux chemins. Je vais vous expliquer cette méthode via un schéma. Voilà un schéma qui récapitule la méthode qu'on va suivre pour réaliser notre projet. La première chose qu'on va faire à propos de MCD MLD. Alors, ça c'est une question
très très important, c'est-à-dire à propos de MCD, MLD que nous avons fait dans le cursus universitaire, de notre cursus. Qu'est-ce qu'on va faire avec le MCD et le MLD? Alors, le MCD et le MLD, ce sont deux diagrammes qui font partie d'une méthode d'analyse. Je suis en train de vous expliquer une méthode d'analyse, ok, une méthode d'analyse orientée objet, ok. Mais MCD et MLD fait partie d'une méthode d'analyse Meurice. Oui, vous connaissez Meurice? Oui. Donc, la méthode Meurice, c'est une méthode créée dans les années 60. C'est une méthode créée dans les années 60 en utilisant la programmation fonctionnelle, c'est-à-dire pas la programmation orientée objet, la programmation fonctionnelle ou structurée. À partir les années 2000, ok, nous ne développons pas avec la méthode fonctionnelle, ok, nous développons seulement avec la méthode orientée objet. C'est pour ça, pour analyser ou pour créer un logiciel, on suit une méthode qui favorise le développement orienté objet. Donc maintenant, la méthode Meurice, il n'est pas utilisée. Mais à de la méthode, il n'est pas convenable pour créer un logiciel. C'est-à-dire, si nous suivons Meurice, c'est-à-dire on ne va pas incrémenter notre logiciel, on ne va pas faire des itérations, on ne va pas suivre les pratiques que je suis en train de vous expliquer. Dans la méthode Meurice, je vais parler avec le client, on va écrire toutes les fonctions dans un papier, on va signer un contrat avec le client. Après qu'on livre le logiciel, on va aller avec le client dans le tribunal, devant un juge, pour résoudre le combat qu'on va faire avec le client. C'est ça ce qu'on fait avec Meurice. Donc, si l'entreprise suit la méthode Meurice, il va fermer ses portes. Alors, vous avez compris pourquoi on fait pas le... Oui, ça, de l'université, il enseigne beaucoup la méthode Meurice, MCD, MLD, ok. Mais dans la réalité, on fait pas la méthode Meurice. Mais, pourquoi on fait dans les années 2020, pourquoi en 2020 on enseigne encore le MLD? Ça, c'est une longue histoire. Donc aussi, moi aussi personnellement, j'enseigne le MLD, le modèle logique de données, et le MCD. Pourquoi? Parce que les bases de données, vous connaissez c'est quoi une base de données? Oui, aussi. Oui. Alors, les bases de données contemporaines, actuelles, ne sont pas objets. Ne sont pas objets. C'est-à-dire, quand je développe un programme en orienté objet, la base de données n'est pas objet. Il ne suit pas la logique objet. Okay. Il suit le modèle MLD. Ok? Pourquoi? Parce que les banques, ils ont investi beaucoup d'argent dans leur système et ils ne veulent pas migrer vers les bases de données orientées objets. Alors, qu'est-ce que nous avons fait de le développement? On va laisser la base de données telle qu'elle est, en suivant le modèle MLD. Nous, on programme avec le modèle orienté objet et on utilise un programme qui va traduire, nos requêtes vers le base de données. Le programme, il s'appelle un programme de mapping. C'est-à-dire quand je développe avec un orienté objet, en utilisant le langage Java ou le langage C# ou n'importe quel langage, j'utilise un outil de mapping. Cet outil, il va traduire mes requêtes objets vers des requêtes SQL. Vous connaissez c'est quoi SQL? Langage de programmation pour les bases de données. Pour les bases de données. Donc, si on fait le MLD, c'est-à-dire les bases de données communiquent avec le SQL, moi je programme avec l'orienté objet, je crée des requêtes objets, mais j'ai besoin d'un programme qui va traduire les requêtes objets vers un langage SQL. Donc le MLD, il va compliquer. Donc, les bases de données qui suivent le modèle MLD, il complique beaucoup la programmation. Mais dans votre projet, vous ne devez pas suivre la méthode Meurice. Vous suivez la méthode Unified Process avec la méthode que je vous présente, TUTAP, ou autre méthode
que vous trouvez sur Internet, en utilisant les diagrammes du UML. Donc, je reviens à l'explication de cette méthode. Donc, tout d'abord, on fait l'étude préliminaire. Je détaille cette partie parce que c'est une partie mal comprise par les étudiants. Ok. Pour les étapes de codage, rapport, présentation, je vais juste parler en général. Ok. Mais cette partie, j'ai préféré de détailler cette partie parce qu'il est mal compris par la majorité des étudiants et des développeurs. Donc, tout d'abord, on commence par une étude préliminaire. Dans l'étude préliminaire, on fait la lecture des besoins. Voilà le client, il vient avec ses besoins. Nous, on entend les besoins. On fait une étude préliminaire. Ok. Dans l'étude préliminaire, on peut aussi lire les factures, les documents de client. Ok. Donc, à partir des documents de client, on va faire des captures des besoins fonctionnels. Ok. À des captures des besoins, c'est-à-dire on va écrire les besoins détecter à partir les exigences de client. Quand j'ai les besoins, on va faire l'analyse. Le résultat d'une analyse, c'est un document. Okay. Par exemple, le diagramme de cas d'utilisation qui enregistre l'ensemble des fonctionnalités de l'application. Okay. Donc, les deux méthodes, il s'appelle contrainte fonctionnelle. C'est-à-dire, je vais analyser mon projet et je vais déterminer quelles sont les fonctionnalités de l'application. Donc, ADA, il s'appelle track, chemin, fonction, fonctionnel. Ok. Bien sûr, après l'analyse, il y a conception préliminaire et conception détaillée, c'est la conception. Ensuite, nous avons codage, test. Ça, c'est la suite de projet. Nouveauté de méthode Y et pourquoi je recommande cette méthode pour les projets de fin de formation, parce qu'il y a une partie technique. Il y a une partie technique dans cette démarche. Ça passe par la partie technique. Pourquoi je m'intéresse à la partie technique? Normalement, les étudiants, ils sont faibles dans cette partie parce que ce sont des étudiants qui fait des études à l'université pour apprendre la partie technique. Donc, à la fin, quand l'encadreur demande aux étudiants de créer un projet, généralement, ils ont des faiblesses dans ce domaine. Donc, cette méthode, il nous explique comment développer, sachant que nous ne maîtrisons pas la technologie. C'est-à-dire, je vous demande de développer une application en utilisant Android, Studio. Et vous ne connaissez ni Android Studio, ni Android. Ok? Donc, cette méthode, il va vous expliquer comment faire. Et voilà l'importance d'utilisation de cette méthode dans un projet de fin d'études. Et les tâches, elles s'appellent sur des tâches techniques ou des contraintes techniques. Donc, tout d'abord, je vais capturer les besoins techniques. Alors, capture des besoins techniques, c'est-à-dire, je vais lire les besoins. Ok. Je vais lire les besoins, je vais lire les besoins fonctionnels et qui sont les fonctionnalités de l'application, et je vais déterminer qui sont les besoins techniques que je dois maîtriser, qui sont les techniques que je dois maîtriser pour développer cette fonctionnalité. Par exemple ici, comme fonction, je veux imprimer un document. Comme capture besoin technique, je dois écrire comment imprimer un document. Oui. Ici, par exemple, dans la partie analyse, j'ai ici enregistré le nombre de produits dans le stock. Donc, ajouter un produit dans le stock. Donc, comme besoin technique, comment ajouter un produit dans le stock? Techniquement, quelle est l'interface qui me permet, est-ce que je sais comment développer une interface qui me permet d'ajouter un produit dans le stock? Si je connais pas, alors si je connais pas, je vais l'écrire comme besoin technique. Après que je regroupe l'ensemble des besoins techniques, je vais faire une petite conception. Ce n'est pas la conception de l'application, c'est une conception d'une autre application
qui s'appelle prototype. Je vais essayer de regrouper l'ensemble des besoins techniques dans un petit programme. Le petit programme, il s'appelle un mini-projet, un programme qui s'appelle prototype. Donc, avant de développer l'application, je vais développer le prototype. Donc, le prototype, c'est comme derrière je fais, donc, c'est un petit programme qui regroupe l'ensemble des techniques que j'ai besoin pour développer l'application. Quand je termine le prototype et je termine l'analyse, je commence le développement. Est-ce que vous avez compris ça? Oui, j'ai compris. Okay. Maintenant, voilà, le projet. Donc voilà, le projet consiste à faire l'analyse, capture des besoins techniques, création d'un prototype, réalisation de la conception de l'application et commencer le codage en utilisant le code de prototype. Si vous connaissez par exemple, si vous avez demandé de créer une application Android mobile et vous ne connaissez pas comment faire une application mobile, vous devez commencer par les contraintes techniques, le chemin technique. Il faut d'abord créer une petite application mobile qui contient le minimum des fonctionnalités que vous avez besoin dans votre projet. Quand vous terminez votre petite application qui s'appelle prototype, alors là, vous commencez la conception de l'application. Ici, vous pouvez commencer l'application, votre prototype, en parallèle avec l'analyse. C'est-à-dire, vous pouvez diviser votre journée en deux parties. Dans le matin, vous faites l'analyse. L'après-midi, vous faites l'auto-formation pour créer le prototype. Oui. Okay. Cette méthode s'appelle two-track parce qu'elle contient deux chemins qui peuvent être réalisés en parallèle, tout en suivant les consignes de l'unified process. Alors, c'est quoi un prototype? Construire un prototype jetable pour mieux comprendre les points durs. Alors, le prototype est jetable. Quand vous terminez le prototype, jetez-le et refaire votre application. Parce que le prototype, c'est un prototype dans lequel nous avons appris la technologie. Donc, généralement, il n'est pas bien fait. Donc, pour faire notre programme, c'est mieux qu'on refaire tout le programme. Alors, propriétés de prototype, quels sont les avantages? Alors, permet d'impliquer l'utilisateur et l'éclaircir les zones de trouble, qui sont les parties que je ne maîtrise pas. Permet d'évaluer des risques et de tester une solution, les risques d'utiliser une technologie, tester une solution technique, utile dans tous les cycles de vie. Il existe des outils de maquettage ou prototypage. Alors, il y a un peu. Je préfère des prototypes codés, en code. Je ne préfère pas des prototypes créés en maquette. Alors, limite, le client doit comprendre ce qui est propre au prototype, donc c'est pas important, qu'au mal compris par les managers et les clients. Alors, parfois les managers, ils ne comprennent pas de la partie prototype, ok? Ils veulent dire pourquoi vous faites un prototype, alors vous perdez le temps, pourquoi ne faites directement le programme, ok? Alors ça, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que cette méthode, elle est utilisée que dans les projets de fin d'études. Dans le cas réel, on ne fait pas la partie technique. Pourquoi? Parce que l'entreprise, déjà, elle maîtrise la partie technique. Si l'entreprise, par exemple, elle ne maîtrise pas le développement mobile, il va recruter un nouvel développeur qui maîtrise ces technologies. C'est-à-dire, elle ne va pas se passer par là. Mais quand vous êtes un étudiant, et vous avez un projet, vous devez passer par là. Est-ce que vous avez compris ça? Oui, c'est compris. Okay. Voilà, exemple d'analyse technique. Exemple, je vais faire une interface de mise à jour. Je vais faire une application web. Je vais faire l'impression. Et je vais faire l'affichage sur mobile. Donc, je dois créer une petite application web, ok, et qui contient une interface de mise à jour. Et dans cette interface, je peux imprimer. Et cette interface,
peut être affiché dans une application mobile. Il peut être affiché dans un écran mobile. Ça, c'est un exemple d'un prototype. Quand je termine ce prototype, alors je peux commencer le développement de mon application. Donc l'analyse aux conceptions, je pense que la majorité des étudiants connaissent comment faire l'analyse et conception. Donc je ne vais pas détailler beaucoup, ok? Donc de l'analyse, nous avons déjà parlé de l'analyse et conception, ok? Donc l'objectif de l'analyse, c'est de déterminer les fonctionnalités de l'application. Quelles sont les fonctions? Dans la partie conception, je vais détailler comment je vais développer les fonctions. Mais toujours les résultats seront des diagrammes et ne seront pas des textes. Je ne vais pas écrire le résultat comme texte, mais je vais réécrire le texte sous forme de diagrammes. Les diagrammes, ils s'appellent UML. Comme ça. UML. Les diagrammes UML. Ça aussi, c'est un prérequis. Je ne peux pas faire un logiciel si je ne connais pas l'UML. Ça, c'est un schéma explicatif qui fait la relation entre analyse, conception avec les diagrammes du UML. Donc ça, c'est pour les gens qui maîtrisent l'UML. Okay? Donc dans l'analyse, je peux créer diagramme de cas d'utilisation, okay? Diagramme de contexte. Donc je ne vais pas détailler ça. Okay? Normalement, ça c'est la majorité des étudiants, ils savent très bien comment réaliser les diagrammes. Alors après que j'ai créé le prototype et j'ai les diagrammes du UML, je peux passer à la partie codage. Donc de la partie codage, juste je vais coder ce que j'ai appris dans le prototype. Donc à chaque fois, j'ai une itération, je développe l'itération. Concernant le rapport, je pense que la majorité maîtrise très bien comment faire le rapport, mais la rédaction de rapport doit être chapitre par chapitre. Vous essayez de ne pas écrire un seul fichier pour le rapport. Essayez de diviser le rapport. Chaque chapitre dans un fichier séparé. Aussi, je recommande la rédaction en parallèle avec les itérations. Donc, avec votre projet. N'attendez pas la fin de projet, la fin de votre logiciel pour écrire le rapport. Le rapport doit être, quand vous terminez l'analyse, essayez de rédiger la partie analyse. Quand vous terminez par exemple la conception, essayez de compléter la partie conception. C'est-à-dire ne laissez pas le rapport à la fin de projet. Concernant présentation, je vous donne quelques conseils. Alors, ne pas présenter les choses techniques avec SAC. Donc, ne pas présenter des choses techniques. Présenter la solution et non le code. Alors, quand vous présentez votre projet, présentez la solution. C'est-à-dire quoi la solution? La solution, c'est de présenter le contexte. C'est que l'application, il est utilisée dans quel contexte? Dans un contexte bancaire, dans une entreprise de production. Quel est le contexte de l'application? Présentez la problématique. Parce que votre application, c'est une solution à un problème. Alors, essayez de présenter la problématique. Présentez votre démarche. Quelle est la démarche que vous avez utilisée pour produire votre logiciel? Vous avez utilisé bien sûr un cycle de vie. Comment il s'appelle? Est-ce que vous avez utilisé l'unified process? Si vous avez utilisé TUTAP, alors expliquez la méthode aux encadrants parce que généralement, l'encadrant n'est pas forcément, il maîtrise la méthode TUTAP. Donc vous devez expliquer dans votre rapport, c'est quoi méthode TUTAP, c'est quoi l'unified process, c'est quoi incrément, c'est quoi prototype, pourquoi vous avez fait le prototype. Et tout ça ne doit pas dépasser 20 minutes. Donc 20 minutes d'explication. Après, vous pouvez faire 10 minutes de démonstration. Donc toute la présentation ne doit pas dépasser 30 minutes. Plus 15 minutes de questions, c'est 45 minutes. C'est suffisant pour présenter un projet. Ok, oui, monsieur, merci. D'accord? De rien.